Waouh, la musique de Grand Budapest Hotel, ici avec un cadre incroyable, Alexandre Desplat. Ouais. C'est un cadre incroyable, le Festival de Cannes. Et voilà, l'hommage de la SACEM. On salue évidemment l'immense compositeur de musique de film que vous êtes, Alexandre Desplat, des Oscars, des Golden Globes et des artistes. Là, c'était Wes Anderson, Grand Budapest. Et voilà, encore Wes Anderson cette année avec d'autres. Vous êtes fidèles? Ben, c'est surtout les metteurs en scène qui sont fidèles. Moi, j'essaie de l'être aussi. Parfois, c'est difficile parce que les films peuvent se superposer, donc c'est compliqué. Mais mes nuits se raccourcissent. Oui. Mais non, ce sont les metteurs en scène qui ont cette bonté-là de refaire appel à moi. Oui, et alors, c'est incroyable le nombre de metteurs en scène du monde entier qui font appel à vous. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, vous allez leur répondre, vous allez apporter quelque chose qui est à la fois très personnel et en même temps qui va épouser l'univers de l'artiste? Mais c'est à eux qu'il faut le demander, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils rencontrent chez moi un cinéphile passionné, un musicien et un compositeur amoureux de toutes les musiques, et puis peut-être une personnalité qui est là pour collaborer, pour trouver avec eux ce que la musique va révéler dans leurs films. Et c'est peut-être ça aussi qu'ils aiment avec moi, que j'ai cette patience-là et ce désir-là. Et ça paraît facile d'écrire une musique de film, mais c'est pas seulement écrire une musique et la jeter sur l'image. Oui. C'est comprendre le point de vue du metteur en scène et faire un pas vers lui, le laisser venir vers vous, aller le chercher, lui proposer des choses. Et c'est construire avec lui un discours musical qui soit cohérent, qui ait un sens, et qui, encore une fois, qui révèle quelque chose que le film n'a pas encore là, qui n'a pas encore prouvé. Parmi les Oscars que vous avez obtenus dans votre carrière, la forme de l'eau, Guillermo del Toro, on va l'entendre en même temps, là, cette musique incroyable. Guillermo, que vous avez retrouvé au Festival de Cannes pour une conversation. Quand un compositeur rencontre un metteur en scène et que finalement on sait qu'ils s'adorent, mais ils sont complémentaires. Hein. Oui, je pense que c'est la force des grands metteurs en scène de s'entourer de collaborateurs qui vont magnifier leur travail, qui vont vraiment les épauler. Et c'est vrai qu'avec Guillermo, on a aussi trouvé ce plaisir-là de partager une cinéphilie, un amour de l'art en général avec un grand A, et puis cet amour aussi de chercher ensemble ce qu'il a. Nous travaillons en ce moment sur Frankenstein, sur son prochain film, et trouver ensemble quelle va être l'originalité de ce qu'on va inventer. Oui, inventer pour Frankenstein, après d'autres, hein. C'est arrivé dans une lignée... Oui, mais Frankenstein est une obsession de Guillermo depuis toujours. Il a une collection de statues de Frankenstein, c'est le film ultime pour lui. Oui, alors évidemment, je ne pourrais pas citer tous les metteurs en scène. Stephen Frears, David Fincher, Tom Hooper, George Clooney, Terrence Malick. Et c'est incroyable parce que votre filmographie, finalement, ramène quand même au compositeur que vous êtes, à l'enfant qui a appris le piano à 5 ans, qui aimait la trompette et qui rêvait en entendant Star Wars après ou ce genre de choses. Oui, mais c'est vrai, j'ai du mal à regarder en arrière, mais de temps en temps... je ne sais pas, dans une voiture qui m'emmène quelque part dans un aéroport ou en sortant d'un studio, j'ai parfois ce flash, oui, de me souvenir que... Et des copains aussi me le rappellent, que j'ai oralisé à un moment le désir d'être musicien et finalement d'être compositeur. Oui. D'abord musicien, puis compositeur, et composer pour le cinéma. Mais c'est un truc qui arrive... aujourd'hui, je ne me rends même pas compte comment c'est arrivé. Je n'arrive pas à me rendre compte que j'ai fait ce parcours un peu incroyable. Ouais, voilà, je citais évidemment John Williams, Star Wars. Oui, on va l'entendre, Star idole. Wars. Et que c'est vrai que ça vous a donné envie mon idole de dire, absolue. voilà, je veux faire ça. Mais j'avais 2 grands maestros, c'était John Williams et Nino Rota. Pour moi, c'était mes deux vraiment mes idoles vivantes, parce que les autres que j'aimais tant, Bernard Herrmann ou Waxman ou Tono, étaient disparus. J'ai rencontré Delru, j'ai eu la chance de rencontrer Delru et Maurice Jarre également. Mais ils ont montré la voie aussi. Non seulement en tant que compositeur de musique de film, mais aussi en tant que musicien incroyable, des compositeurs géniaux. Donc m'approcher de ce panthéon-là, c'est fantastique. Oui, Nino Rota, évidemment, c'est Fellini. Oui. Qu'est-ce qui fait que la musique de Nino Rota marque d'une manière incroyable? Parce que Fellini la met en valeur, et il a capté chez Nino Rota toute la poésie
qui est inhérente à sa musique, et il l'utilise dans son cinéma pour le rendre encore plus beau. C'est un cinéma onirique, le cinéma de Fellini. Donc grâce à Nino Rota, là encore, il révèle une dimension encore plus grande de cet onirisme. Oui, on l'entend là, tiens, on entend Nino Rota. Oui, là, le gamin qui aimait le cinéma, qui a commencé, alors... On pourrait dire, vous avez même fait de la variété. Hein, au Mont Bateau, c'était vous. J'ai tout fait. J'ai fait des sketchs pour Canal+, pour Nulle part ailleurs. J'ai écrit, 400 sketchs où j'ai appris mon métier. J'ai appris à écrire très vite, dans tous les styles, à être confronté à des deadlines impossibles. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé à Hollywood, j'étais quand même assez construit. Oui, oui. Et alors, les metteurs en scène français d'abord. Alors c'est vrai qu'on est influencé par, vous l'avez dit, Georges Delerue. C'était notamment Truffaut, La peau douce. Ouais. Ça, c'est quelque chose, on se dit, tiens, là, il y a quand même un maestro. Oui, parce que là encore, Truffaut a su faire venir à lui la musique très mélancolique de Delerue. C'est un mélancolique Truffaut. Si on regarde tous ses films, il y a vraiment une mélancolie très profonde. Parfois de la joie, mais qui cache cette mélancolie, comme chez Mozart, qui cache cette grande mélancolie. Et Delerue, il apportait une dimension encore supplémentaire. C'est comme Nino Rota avec la poésie. Là, cette mélancolie, Delerue l'apportait à Truffaut. Et Maurice Jarre, lui, il apportait un lyrisme, une puissance physique à tous les films de David Lean, par exemple. Et ce sont des exemples merveilleux pour un jeune compositeur. Oui, c'est au fond se dire, oui, la musique de film ne vient pas rajouter ou répéter l'histoire, elle vient en contre-champ, en contrepoint parfois, ou quelquefois elle raconte même l'histoire, elle l'anticipe. Elle l'anticipe, bien sûr, on peut très bien anticiper la fin d'un film, comme dans La peau douce, où le film commence pourtant sur une scène joyeuse et la musique est très mélancolique. On ne comprend pas quel est ce décalage entre l'image et la musique. Et pourtant, cette musique annonce le drame de la fin du film. C'est aussi ce que la nouvelle vague nous a apporté, de réflexion, pour s'échapper un peu de la musique de film qui accompagnait l'image un petit peu, vous savez, on dit Mickey Mousing, comme ça, vraiment en marquant chaque mouvement de caméra. Alors la musique américaine, Hollywood, Alex North, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup touché. Hein, Misfits, les Désaxés, Marilyn Monroe. Et là, oui, on est dans... On parlait de Bernard Herrmann pour Hitchcock. On est dans quelque chose qui fait rêver quand on est un petit Français. Bien sûr, oui. Et puis mes parents avaient vécu en Californie, donc je pense que j'ai un très fort inconscient. Ils avaient étudié là-bas, ils étaient revenus. Ils avaient un peu perdu cet Éden de leur jeunesse, de leurs études. Et je pense que l'inconscient était très fort pour moi, pour me ramener vers la Californie. Vraiment. Oui. Et de retrouver... alors j'avais des disques aussi de mes parents, des vinyles, où il y avait du Alex North, du George Dunning, des choses comme ça, Spartacus. Et donc j'entendais toutes ces musiques quand j'étais enfant. Oui, on entend bien aussi la tronçonneuse. Là, on entend les marteaux-piqueurs. La tronçonneuse. Couper les palmiers. C'est ça, on est en train de couper les palmiers. Pourtant, il reste encore la mer, heureusement, hein, Alexandre Desplat. La musique, elle vient de la vie aussi. Elle vous inspire des sons de la vie. Là, parfois, pas celui-là, mais on ne sait jamais. Hein. Pas vraiment. Ouais. Non, c'est vraiment... Composer, c'est un acte silencieux. On est vraiment dans le silence. J'ai des copains comme Pascal Dussapin qui travaillent sans instrument. La musique est vraiment dans leur cerveau. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir l'image. C'est l'image qui va m'inspirer. C'est le film. Ce sont les personnages. C'est l'âme la plus profonde du film qui m'est proposé. Oui, Ennio Morricone composait les musiques et Sergio Leone faisait jouer les comédiens en leur faisant entendre la musique. Ça, oui, c'est encore... Mais ça m'est arrivé avec Wes Anderson, par exemple, de faire ça sur Asteroid City. Mais moi, j'aime bien voir les images. C'est ce qui me plaît. Oui, Ennio Morricone, le maestro italien, ça c'est quelque chose que vous aimez aussi. Où vous dites... Alors, on ne peut pas ne pas aimer Ennio Morricone. Là, on parlait, lui, il chopait les musiques de la vie, c'est-à-dire des cris de coyote, il les transformait en musique. C'est un compositeur absolument génial, c'est un des plus grands, mais moi j'ai toujours été plus attiré par Nino Rota pour sa poésie et sa délicatesse. Donc voilà. Il faut du lyrisme. Comment dire, qu'est-ce que c'est qu'une grande musique de film au fond? Une grande musique de film, c'est encore une fois, c'est celle qui fait apparaître l'invisible, puisque le film n'a pas encore montré. C'est-à-dire l'intériorité des personnages, leur parcours psychologique, ou un drame à venir, ou ce qui n'est pas à l'écran. Par exemple, je me souviens dans Un prophète, il y a une scène où Tahar Rahim est dans sa cellule, et il fallait écarter les murs de cette cellule. Et la musique vient très très stéréo, très large,
amplifier cet endroit, comme si l'imaginaire du personnage de Tahar allait en dehors de ces murs. Ouais. Voilà, c'est ce genre de choses. Harry Potter et les reliques de la mort. Oh, c'est un petit film, ça. Oui. Un petit truc. Non, mais ça, justement, quand je dis ça, c'est que là, c'est une pression énorme. Oui. C'est un truc... Oui, là, je viens de terminer le reboot de la nouvelle série de Jurassic Park. C'est pareil. Ouais. Il y a l'ombre de John Williams. Oui. Voilà, l'idole absolue qui a créé les thèmes, et 2h30 de musique symphonique déchaînée. Donc il faut être prêt. Ouais, il faut avoir fait les sketchs pour Canal+, et au bon bateau. Quel parcours incroyable, Alexandre Desplat. Et vraiment, The Ghostwriter de Polanski, musique qui a été tellement aimée, récompensée. Évidemment, c'est un thriller aussi. Alors, on parlait de Bernard Herrmann. Ça, c'est incroyable. Ces musiques qui nous amènent à l'angoisse, qui amènent au stress. Mais c'est génial, Bernard Herrmann, c'est évidemment un des maîtres absolus de la musique de film aussi, parce qu'il a inventé aussi, à l'époque où on continuait à marquer tout ce qui se passait à l'image, Bernard Herrmann s'est décalé de ça. Il a vraiment inventé une modernité dans la manière d'écrire la musique de film. Et l'instrumentation aussi, ce choix parfois d'instrumentation singulière, comme j'ai fait dans Ghostwriter ou comme j'ai fait dans Shape of Water, ça vient de Bernard Herrmann, évidemment. Ouais. Ouais. Si vous alliez, alors là on est au bord de la mer, il y a une île déserte quelque part là. Ouais. Il vous faut amener qu'une musique de film, une de celles dont on n'aurait pas parlé dans cette émission. Vous partiriez avec un disque ou quelque chose de qui et de quoi? Puisqu'on n'a pas, on l'a pas nommé, et qu'on a nommé tous les autres que j'adore. On n'a pas nommé Jerry Goldsmith, mais on a nommé Polanski. Je ferais partir avec Chinatown, la musique de Chinatown, qui est une musique fantastique, qui aussi m'a beaucoup inspiré. On va se quitter avec celle-là. D'accord. Et on est ici à Cannes. Voilà. Je veux entendre Alexandre Desplat chanteur. Parce qu'il y a encore un truc qu'il n'a pas encore fait. Vous n'avez pas encore été Si, je l'ai fait. Ah oui, vous l'avez fait? Bien sûr. J'ai tout fait. Vous avez tout fait. Les sketchs de Canal, justement. Toutes les imitations possibles. On va nous quitter en chantant, alors. Hein. Non, on va se quitter avec Jerry Goldsmith. Oui. Merci beaucoup, Alexandre Desplat. L'hommage de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, qui aide tellement les artistes. Bien sûr, à Cannes, et qui insiste sur le fait que le compositeur, c'est le troisième auteur du film, puisque nous avons des droits d'auteur. Et un clin d'œil au Festival de la musique de film de la Bolle qui vous a rendu hommage. Absolument. Merci, Alexandre Desplat. Merci.